Bonjour à tous, merci d'assister à ce cinquième webinaire interview. On va peut-être encore attendre une ou deux petites minutes, on va attendre 10h02 pour commencer. Donc aujourd'hui, la thématique de ce webinaire interview, c'est comment bien mettre en œuvre votre Kobo Universal Robot. Pour ça, je reçois Kevin de chez Universal Robot. Bonjour Kevin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Nicolas Bouet, directeur général au sein de la société HMI MBS. HMI MBS donc, est une société qui existe depuis un peu plus de 20 ans aujourd'hui, qui a connu deux parties dans son existence. Une première partie de 2000 à 2013, où nous étions un bureau d'ingénierie, intégrateur de robots KUKA, plutôt spécialisé fin de ligne, dans tout ce qui était emballage, conditionnement, palettisation, caissage et autres. Et depuis 2014, on a fait le choix plutôt de s'orienter vers la commercialisation de produits innovants ou de technologies disruptives, telles que l'ErgoPack, système de cerclage ergonomique de palettes, l'Universal Robot, le Kobo Universal Robot, et les robots mobiles MIR. Aujourd'hui, HMI MBS, c'est un peu plus de 35 personnes. C'est une équipe d'experts terrain dédiée par produit, c'est-à-dire que les gens qui vont venir vous voir pour de l'ErgoPack ne vous parleront pas d'UR ou de MIR, et ainsi de suite pour les différents produits que nous commercialisons. Une équipe support technique pour vous aider à mettre en œuvre et à utiliser les produits que nous commercialisons. Une équipe service après-vente, tout le SAV est assuré en nos locaux à côté d'Orléans, avec des techniciens dédiés et formés par les fabricants par chaque gamme de famille de produits. Et enfin, une équipe support administratif. Aujourd'hui, c'est à peu près un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros. Kevin, je vais vous laisser vous présenter, puis Oui. nous présenter un peu Universal Robot. Oui. Donc, moi, je suis Kevin Kamchang, ingénieur d'application chez Universal Robot. Mon rôle est de supporter techniquement tous nos clients, distributeurs, intégrateurs et clients finaux au niveau technique. Donc, Universal Robot, c'est une entreprise qui a été créée en 2005 à Odense au Danemark. On a commencé, donc le premier robot a été vendu en 2008 donc c'était un UR5. Puis la commercialisation des robots a réellement démarré en 2010. En 2015, un grand groupe Teradyne américain qui est spécialisé dans les tests de semi-conducteurs a racheté Universal Robot. Puis en 2018, de par sa philosophie et l'ouverture de la robotique au plus grand nombre, Universal Robot a reçu le prix Engelberger, qui est l'équivalent du prix Nobel de la robotique. Donc aujourd'hui, Universal Robot, c'est plus de 55 000 robots vendus à travers le monde, une présence dans plus de 130 pays, une part de marché de 60% et une certification ISO 9001. Donc, Universal Robot chez HMI MBS, en fait, c'est une aventure qui a commencé en 2012. HMI MBS a vraiment fait partie des précurseurs à croire dans ces technologies de la cobotique. Donc, en 2012, on est devenu distributeur. En 2016, on est devenu préféré distributeur. Et cette année, on a eu la chance d'avoir le statut de Platinum distributeur, qui est en fait une reconnaissance d'une part pour la partie amont, accompagnement de nos clients, et ensuite la partie aval pour tout le service qu'on propose associé aux produits que nous commercialisons. Nous sommes aujourd'hui le premier distributeur français, deuxième européen et cinquième mondial. HMI MBS a vendu un peu plus de 900 unités en France depuis 2012. Donc la gamme UR, elle se présente comment? Donc, elle va se subdiviser en deux familles. Donc, l'SCV3, qui est l'ancienne génération, qui se décline en trois produits, allant de 3 kg à 10 kg, donc les UR3, les UR5 et l'UR10. Et une deuxième famille qui est les E-Series, qui elle est sortie en 2018 et qui va se décliner en quatre produits, donc allant de 3 kg à 16 kg, l'UR3E, l'UR5E, l'UR10E et l'UR16E. Sachant que l'UR10E a la spécificité depuis cette année de pouvoir porter jusqu'à 12,5 kg. En termes d'atteignabilité, Donc en termes de rayon d'action, on va aller de 500, à peu près 500 mm pour l'UR3E jusqu'à 1300 mm pour l'UR10E, sachant que l'UR16E, même s'il peut porter plus lourd, ne va pas aussi loin que l'UR10E. D'accord. Quand vous dites 3 kg, 5 kg, 12 kg, 5, 16 kg, c'est vraiment des charges que le robot peut porter, quelle que soit sa position, en fait. Le robot peut être le bras en l'air, le bras tendu, partout. Dans toutes les orientations. Dans toutes les orientations, on prend la charge maximum tout de suite. Oui. C'est pas quelque chose, on fait 25 kg en étant 500 mm près du pied, et puis après on descend à 5 kg et ainsi de suite. Nous, c'est vraiment à chaque fois la valeur dans tout l'environnement de l'espace de travail du robot. Exactement. Très bien. Et une autre particularité entre les E-Series et le CB3, une autre différence peut-être? Donc, il y a une évolution technologique qui est liée à tous les nouveaux produits qui sont arrivés récemment sur le marché. On a aussi maintenant la spécificité d'avoir un capteur d'effort intégré sur chacun des robots dans la famille des E-Series au niveau de l'abri d'outils. Donc, il y a une refonte aussi mécanique à l'intérieur du robot qui a évolué. Et on a un contrôleur, un processeur qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant, ce qui permet d'avoir un contrôle beaucoup plus fin du robot. Et en plus de cela, sur les E-Series, au niveau sécurité, on a des nouvelles fonctions qui sont arrivées sur ces robots-là. Sachant qu'aujourd'hui, maintenant, toutes les fonctions de sécurité sur les E-Series sont PLD catégorie 3. Très bien.
Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de parler des bonnes pratiques. Alors déjà, avant d'aborder les bonnes pratiques, peut-être pouvez nous faire un tour d'expérience que vous avez pu voir et que vous constatez régulièrement quand vous allez visiter les clients. Oui, alors une pratique qui a été assez répandue à un certain moment, c'était d'ignorer les arrêts de protection. Donc, les arrêts de protection sont des arrêts de sécurité opérateur, et de les acquitter automatiquement et de relancer la machine tout de suite après un arrêt de protection. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu et qui n'est pas bon pour le robot sur le long terme. C'est un peu comme si je devais essayer de ramener ça dans un contexte plus général. Je suis en train de conduire ma voiture, j'ai le voyant d'huile qui s'allume. Ok, le voyant d'huile s'allume, mais je ne m'arrête pas, je continue de rouler, quoi. C'est ça, exactement. À partir du moment, il va se passer quelque chose obligatoirement. Exactement. D'accord. Donc, premier point qu'on va voir dans les bonnes pratiques, c'est la charge, le renseignement de la charge. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, on a des robots qui peuvent porter de 3 kg à 16 kg pour les séries, en général sur les robots Universal Robots. Sachant que chacun des robots a son propre diagramme de charge qui est disponible dans les manuels d'utilisation. Et donc, la première chose à faire, c'est de ne pas sortir de ces limites. Donc, ce qui va compter, c'est la charge, la masse en elle-même de la pièce portée, et aussi la distance du centre de gravité par rapport à la bride d'outil. Donc, plus on sera éloigné de cette bride d'outil, plus la charge va diminuer. Donc, ça, c'est c'est un élément à prendre en compte lorsqu'on pense à son application. Oui, c'est évident, parce qu'effectivement, si on vient déporter la charge d'un mètre au bout du robot, ça fait encore une plus grande portée et ça va générer un couple important au niveau de la bride d'outil. C'est ça, exactement. D'accord. Mais par exemple, pour ce paramétrage-là, il y a comme des aides qui sont prévues là-dessus. Il y a des aides qui sont prévues, notamment sur les e-series, et justement, grâce à toutes les nouvelles fonctionnalités, le capteur d'effort. Exactement. On est en mesure aujourd'hui de pouvoir estimer la masse, la charge embarquée et aussi la position du centre de gravité. Donc, via un simple assistant qui va vous demander d'effectuer différentes tâches. Puis le robot va automatiquement générer cette masse et la position du centre de gravité. D'accord. On reste toujours dans l'esprit simple. Exactement. L'esprit philosophique de l'UR. OK. Deuxième point sur lequel on doit être attentif. Donc, ce sont le paramétrage des accélérations. Donc, effectivement, on a constaté de par notre retour d'expérience de la grande base installée qu'on a aujourd'hui, donc on a réussi à établir des valeurs recommandées maximales à ne pas dépasser en termes d'accélération, qui sont de 800 degrés par seconde carré sur un déplacement articulaire et de 2500 mm seconde carré pour un déplacement linéaire. Alors, je tiens à préciser quand même que ces valeurs sont des valeurs limites recommandées, mais on peut tout à fait aller au-delà. Cependant, il faudra prendre certaines précautions et faire certaines vérifications pour s'assurer que le robot se travaille de façon optimale. Alors du coup, on pourrait se poser la question, pourquoi vous ne limitez pas directement ces valeurs-là dans le paramétrage du robot? Alors, toujours dans la philosophie d'être assez ouvert et disponible pour plein d'applications diverses et variées, l'idée, c'est de ne pas brider les choses et de pouvoir laisser à chacun la possibilité d'aller au-delà pour pouvoir réaliser la tâche que l'on veut réaliser. En fait, on peut avoir une accélération très forte. Si on est sur un UR10 avec une toute petite charge, potentiellement, ça va avoir moins d'incidence que sur un UR3 où je suis en limite de charge et je fais une accélération forte. Exactement. Donc, chacun va pouvoir adapter. C'est ça. Donc, c'est aussi toujours le soir d'être très ouvert, ce qui permet d'avoir l'écosystème UR+, et tous ces accessoires. Oui. Vous avez ouvert complètement l'accès au robot. C'est exactement ça. OK. Donc, un autre critère qu'on doit prendre en compte, c'est le lissage de trajectoire. C'est ça. Donc, je vais expliquer brièvement ce qu'est le lissage. Donc, on imagine 3 points. Donc, un point de départ, un point final et un point intermédiaire. En fait, le lissage du point intermédiaire consiste à aller du point de départ vers le point de finale sans passer strictement par le point intermédiaire. Et donc, il faut s'imaginer une sphère autour de ce point intermédiaire dans laquelle le robot va passer. Et donc, le rayon de lissage correspond en fait à la taille maximale du rayon de la sphère qu'on va définir. Donc, l'idée, une des précautions à prendre, c'est de ne pas avoir des sphères qui s'entrechoquent, puisque là, à partir de ce moment-là, le comportement du robot n'est plus prévisible, puisqu'on ne sait pas comment il va réussir à définir sa trajectoire de lissage. Et en fait, donc, si je reviens, dans un cas, mon robot va faire A, B, C, et dans l'autre cas, le robot va faire A, C, en fait. C'est ça, le tout en essayant de conserver une accélération la plus raisonnable possible. C'est ça, la plus lissée possible. Donc, en mettant donc, du lissage sur les points intermédiaires qui n'ont pas d'intérêt, entre guillemets, ouais. Ça va nous permettre d'avoir un fonctionnement beaucoup plus fluide au niveau du robot et gagner du temps de cycle. C'est ça, tout à fait. Sans avoir à augmenter l'accélération. Ok, très intéressant. Autre approche. Donc, toujours par rapport à ces rayons de lissage, on a quand même quelques limitations.
on a certains points qui ne peuvent pas être lissés, notamment les points qui sont situés avant une attente, par exemple, ou les points de prise où on va désactiver une entrée-sortie. Oui, parce qu'effectivement, si je dois prendre un objet à ce point-là, je ne vais pas dire au robot, tu peux être à plus ou moins 10 millimètres de ce point-là. Il faut qu'il soit précisément à ce point-là. Au point-là, exactement. OK. Un autre point important, la transition lisse. Oui, donc ça, c'est un paramètre qui a été intégré dans les CB3, puisqu'on s'est rendu compte, notamment sur certaines applications où on a un scanner de zone dans laquelle on a défini 2 zones. Donc, une zone où le robot va travailler en mode normal, donc à vitesse, force maximale, et une autre zone réduite dans laquelle on va diminuer la vitesse maximale, mais aussi l'effort que peut générer le robot. Et donc, on s'est rendu compte que lorsqu'on a du passage dans cette zone, la décélération était assez brutale pour limiter la vitesse qui était normale vers le mode réduit. Et donc, plus on va avoir de passage, plus ces arrêts se font à répétition et plus ça a un impact potentiellement sur la durée de vie du robot. Donc là, l'idée, c'est d'adoucir la pente de cette décélération pour avoir un comportement plus sain du robot et donc optimiser encore son fonctionnement et son comportement. Ça, c'est vraiment un cas qu'on a rencontré, nous, souvent en clientèle, puisque c'est une fois de plus le retour d'expérience. C'est quasiment 10 ans d'aujourd'hui, plus de 10 ans d'expérience d'Universal Robot, qui permet de faire évoluer les logiciels, qui permet de faire évoluer tous ces fonctionnements. Exactement. Parce que je me souviens sur des premières applications qu'on a dû déployer en 2014, où on avait mis effectivement ces systèmes mode réduit, mode normal. Et en fait, on avait installé un scrutateur et on n'avait pas fait attention. Et il y avait plein d'opérateurs qui passaient en permanence. Et en fait, on a pu constater dans le fichier log, donc le fichier qui enregistre toutes les données du robot, que le robot n'arrêtait pas de transiter mode normal, mode réduit, mode normal, mode réduit. Et donc, ça crée des à-coups à chaque fois, ce qui sollicitait énormément les articulations. C'est ça. Okay. Autre point qui est important, le changement brusque de trajectoire. Donc, le changement brusque de trajectoire, c'est en fait, encore une spécificité de nos robots, c'est qu'entre un point de départ et un point d'arrivée, on a la possibilité, sur instruction d'une condition extérieure, exactement, de pouvoir sortir de cette trajectoire pour aller vers un autre point qui n'était pas prévu initialement. Et donc là, l'idée, c'est que si on ne fait pas attention, qu'on ne prend pas toutes les précautions, si on sort brusquement tel quel de la trajectoire, il se peut que le robot, ce changement soit trop brutal ou trop violent avec une différence d'accélération trop importante, ce qui peut dans certains cas générer un arrêt du robot. Ça, c'est un élément sur lequel il faut... On reviendra dessus tout à l'heure parce qu'on va vous le montrer en concret. On a un robot qui est là et Kevin va nous montrer exactement ce qui se passe dans ce cas-là. Autre point qu'il faut prendre en considération, les arrêts de protection. C'est ça. Donc les arrêts de protection, ce sont des arrêts de sécurité opérateur. Donc ils sont intrinsèques au robot, on ne peut pas passer outre. Et ils sont là pour protéger justement les opérateurs. Et donc là, l'idée, c'est que ces arrêts de protection ne doivent pas être négligés. Et je peux vous montrer un exemple de comment déclencher un arrêt de protection. Allons-y. Je vous laisse vous lever et rejoindre le robot. Donc là, l'idée, c'est que je vais créer une trajectoire toute bête entre 2 points. Donc, je prends ce point-là. Hop. Et un deuxième point. Je démarre ma trajectoire. Donc là, l'idée, c'est que si un élément extérieur perturbe le fonctionnement du robot, qui vient en collision ou qu'il est bloqué, ça va déclencher un arrêt de protection. Et donc, c'est cet arrêt de protection-là auquel il faut faire attention et essayer de comprendre s'il arrive de façon récurrente dans l'application, essayer de comprendre pourquoi il arrive et faire en sorte de prendre les mesures qu'il faut pour supprimer ces arrêts de protection. D'accord. En fait, je reviens, c'est ce que j'ai illustré tout à l'heure avec l'histoire du voyant d'huile. C'est ça. Il faut vraiment le prendre en compte. C'est pas quelque chose qu'on doit dire, c'est bon, le robot est reparti, ça fonctionne, c'est bon. Ça va à un moment donné poser un problème dans l'application de toute façon. Et justement, pour voir tous ces éléments-là, donc les robots Universal Robot disposent d'un logiciel d'analyse en fait du fichier log, parce que donc comme beaucoup les robots, on enregistre tous les événements qui concernent le robot dans un fichier, plein de données qui sont enregistrées dedans, et aujourd'hui donc UR a développé un outil qui permet d'analyser ce fichier. C'est ça. Donc en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a un fichier un fichier log, donc un fichier qui répertorie tous les événements qui se sont produits sur le robot. Et en complément de ce fichier log, on a cet outil-là, UR Log Viewer, qui va vous permettre d'enregistrer et de visualiser toutes les courbes qui se produisent au niveau du robot. Donc, en haut à droite, on voit un peu le tableau de bord général de ce logiciel. Donc là, dedans, on va pouvoir visualiser tous les événements qui sont produits dans le robot, ouvrir les différentes courbes. Et lorsqu'on a fini l'enregistrement d'une courbe, on va pouvoir ouvrir pour chaque articulation
5 graphes, comme D'accord. ceux qui sont présentés à gauche ici, qui vont montrer la position, la vitesse, l'accélération, les courants moteurs et le couple pour chaque articulation. Et en complément, on peut aussi afficher des informations supplémentaires telles que l'effort mesuré au niveau de l'abri d'outils ou l'activation, désactivation d'une entrée-sortie. D'accord. Et donc, ce programme logiciel UR Log Viewer, il est accessible comment? Alors, on peut le télécharger sur notre site internet. Il est totalement gratuit. D'accord, tout le monde peut le télécharger. Tout le monde peut le et télécharger. Voilà. Et ça a vraiment un intérêt lorsqu'on a sur des applications un peu touchy, où on a des accélérations qui peuvent être importantes ou des temps de cycle assez courts. C'est ça. C'est vraiment intéressant de le faire, même quasiment dès le départ, Oui. ce qui permet de voir si le robot il est dans les tolérances acceptables. Exactement, s'il travaille de façon optimale. D'accord. Ce que je vous propose, c'est justement de nous montrer un cas concret de ça. Oui. Donc, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le changement de trajectoire, brusque, on en a parlé brusque. Je vous laisse retourner au robot, nous montrer le changement de trajectoire brusque. Donc, là, j'ai une trajectoire toute simple. Donc, le robot va se déplacer d'un point A à un point B en permanence. Moi, je vais surveiller une entrée externe. Et lorsque j'active cette sortie, le robot s'arrête et on sent qu'on a un à-coup et puis le robot s'en va. Donc ça, tel quel, on peut visualiser via l'UR Log Viewer quel a été le comportement du robot. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc là, à gauche, on voit le programme qui a été donc un déplacement, on atteint un point de passage. Ensuite, on a effectivement, si on a une boucle, c'est-à-dire qu'il teste en permanence la sortie. Dès que la sortie change d'état, il va passer par le point 4 ou sinon il fait juste le point 2, point 3. C'est ça, exactement. D'accord. Et donc sur le graphe ici, on a un premier graphe qui nous montre le couple, l'accélération, pardon. Le deuxième, les intensités, et le troisième, le couple. C'est ça. On commence par le premier. Donc on voit ici le pic. Sur la partie accélération, à partir du moment où j'ai déclenché cette sortie, le robot est sorti de sa trajectoire et là, on voit qu'on a un très gros pic d'accélération allant quasiment à 1500 degrés par seconde carré. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les vitesses qu'on recommande, les accélérations qu'on recommande sont de 800 degrés par seconde carré. Maximum. Donc là, on voit qu'on est assez largement au-dessus. Et donc, si on regarde la courbe de courant, donc là, en vert, on a le courant qu'on souhaite avoir. La consigne. En bleu, la valeur réelle qui est mesurée dans l'articulation. Et en rouge, la fenêtre de travail de l'articulation. Et là, on constate qu'on a un gros pic d'accélération au moment où on a cette fameuse gros pic de courant, pardon, là où on a ce pic d'accélération. Ce qui se traduit par un créneau de couple un peu plus grand que le reste. Et donc, si on zoome sur cette partie-là. Donc, si on zoome sur la partie de forte accélération, on constate, notamment au niveau du courant, qu'on a un pic de courant qui vient qui vient sur la limitation maximale autorisée pour l'articulation. Ok. Ce que je vous propose, du coup, vous allez modifier le programme. Je vais modifier en rajoutant des éléments qui devraient éviter ce qu'on vient de voir en termes de surcouple, de surintensité et suraccélération. Je vous laisse retourner sur le robot et modifier le programme et nous montrer le résultat. Donc, là, l'idée, c'est de faire cette petite modification qui va permettre en fait au robot d'avoir un comportement beaucoup plus sain et beaucoup plus fluide. Donc là, je relance exactement la même trajectoire, exactement le même programme. Et donc là, on voit qu'on a plus ce gros à-coup, on a une trajectoire qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus fluide, et un comportement du robot qui est beaucoup plus optimal. Okay. Donc, on va regarder la différence sur le programme et sur les courbes, du coup. Donc ici, en encadré en rouge, on voit la consigne que j'ai ajoutée, qui permet en fait de forcer la décélération et donc d'avoir un comportement beaucoup plus fluide du robot. Et ça se traduit dans les courbes. Ici, on voit notamment au niveau de l'accélération, qu'on a divisé par 3 l'accélération nécessaire pour pouvoir réaliser la même trajectoire. Et donc, ça se traduit notamment au niveau du courant, par une diminution du courant et donc de l'effort du couple mesuré sur l'articulation. Donc, si on zoome, si on effectue un zoom au même endroit, on voit ici maintenant que la consigne, que le courant mesuré suit quasiment la consigne. On a rien qu'en rajoutant donc la fonction stop dans le programme, et je n'ai pas vu que ça n'a pas altéré le temps de cycle du robot du tout. On est venu sur un mode de fonction, on a divisé en fait effectivement l'accélération par 3, quasiment, et l'intensité du coup reste complètement dans la plage acceptable. C'est ça.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces petits détails et ces petits points à prendre en considération pour améliorer le fonctionnement du robot et le rendre plus fluide. Exactement. OK. Donc, en synthèse, on peut dire que ce qui est important de retenir, donc les robots UR sont des robots collaboratifs. Comme tous les robots collaboratifs, ils ont des fonctions sensibles au niveau des articulations, etc., pour vérifier les impacts, ce qui permet de fonctionner sans les enceintes de sécurité. Mais naturellement, la contrainte d'avoir un robot qui est beaucoup plus sensible, etc., ça nécessite d'avoir une programmation qui peut être potentiellement plus fine. C'est ça. Malgré tout, j'insiste là-dessus, UR ne perd pas de sa philosophie de simplicité parce qu'il y a des assistants qui sont mis en place pour vous aider à bien programmer et à bien paramétrer le robot, et tout ça à travers l'interface logicielle. Exactement. Les paramétrages d'usine permettent de répondre à un grand nombre d'applications sans avoir à effectuer de changements de paramétrage. Et en plus de ça, effectivement, comme vous l'avez dit, on a des assistants qui permettent, notamment sur la charge, de pouvoir générer automatiquement, sans avoir à faire des tâches annexes, automatiquement ces informations-là. D'accord. Donc, les points sur lesquels on doit être attentif, un, le paramétrage de la charge embarquée. On ne va pas mettre une charge de 5 kg sur un UR3, déjà ça c'est basique, et une charge de 2 kg déportée d'1 mètre sur un UR3, c'est aussi logique, ça me paraît évident. Attention au mouvement, donc pensez à faire du lissage de trajectoire. C'est des fonctions qui sont vraiment très simples à mettre en œuvre dans UR, c'est vraiment très très facile, et ça va complètement changer la fluidité du mouvement du robot et donc améliorer son mode de fonctionnement. Et attention aussi aux accélérations, parce qu'on s'en est rendu compte tout à l'heure, en fait, même si l'objectif n'était pas un paramétrage d'une accélération importante, mais le robot réajuste ses valeurs d'accélération pour atteindre son objectif et atteindre les contraintes que vous lui donnez en termes de temps de cycle. Exactement. Donc ça, c'est vraiment il faut être très attentif là-dessus. Et UR propose un outil d'aide au diagnostic, qui est donc UR Log Viewer, qui est accessible sur le site UR gratuitement et qui permet de faire ces mesures, de vérifier que le robot reste dans ses plages d'utilisation normales. Exactement. Okay. Très bien. Écoutez, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant comme approche. Ça nous éclaire sur beaucoup de choses, effectivement, et surtout sur un point qui est vraiment important, c'est qu'on voit que UR commence à vraiment un recul important maintenant sur la technologie et qui permet en fait d'ajuster en permanence son logiciel et de corriger des points si on voit ce qui se passe par rapport au terrain. Donc, on va passer à la partie questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions? D'où proviennent ces changements brusques de direction? Donc, ça, c'était le programme que vous aviez fait, en fait. C'est ça. Donc, en fait, dans le programme que j'ai réalisé, je surveille en permanence une sortie. Et donc, à partir du moment où la valeur de cette sortie, l'état de cette sortie est modifié, le robot va sortir de cette condition, de cette boucle, pour aller vers le point d'après. Donc, ça, c'est une particularité justement de nos robots. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la partie changement. Oui, parce que ça, sur un robot traditionnel, on ne peut pas le faire. Non, je ne pense pas qu'on puisse le faire, ou alors ça c'est compliqué à programmer. Exactement. D'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, pour revenir à votre question, donc, pour le changement brusque de direction, c'était un choix de programmation qui a été fait en disant, s'il y a une condition particulière, au lieu d'aller au point B, le robot va aller au point C. C'est vraiment, voilà, c'est dans le programme. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? Donc, de toute façon, si vous avez des besoins, des questions ou autres, n'hésitez pas à vous rapprocher dans notre cas d'HMI MBS et on peut venir vous voir, on peut venir auditer vos installations. Il y a tout un panel de services qui est offert aujourd'hui par Universal Robot, qui sont des prestations qui sont proposées et qui permettent de venir auditer votre installation et vérifier que vous avez mis en œuvre vos cobots suivant les bonnes règles et les bonnes pratiques. Toujours pas d'autres questions? Si. Notre utilisation est l'ébavurage avec un outil rotatif et des déplacements tout petits. Y a-t-il des évolutions prévues dans le module de programmation pour programmer des mouvements circulaires? Alors aujourd'hui, on peut déjà programmer si je comprends bien la question, aujourd'hui, il est déjà possible d'effectuer des mouvements circulaires. Donc, on a 3 types de déplacements sur les robots UR. On a déplacement articulaire, déplacement linéaire et déplacement P pour process. Et à l'intérieur de ce déplacement process, on peut générer une trajectoire circulaire. Alors après, pour les process d'ébavurage, je ne sais pas si l'outil est porté ou si c'est la base qui est portée, mais on a aujourd'hui la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un remote TCP, donc qui est un outil déporté pour générer une trajectoire sur un outil fixe. D'accord, oui, en fait, soit on a la pièce et c'est le robot qui vient dans la pièce réaliser la fonction d'ébavurage, soit l'ébavureur est fixe, le robot prend la pièce et le robot vient amener la pièce pour faire la fonction d'ébavurage. C'est ce qu'on appelle effectivement le TCP externe. C'est ça, exactement. D'accord. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez besoin de pareil, plus d'informations ou vraiment un cas concret, rapprochez-vous toujours de nos services techniques et on sera là pour vous donner plus d'informations, éventuellement un exemple de programme si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Donc, écoutez, oui, nous sommes à votre disposition. OK, parfait. Merci Camille.
Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, vous nous envoyez un mail, on viendra vous répondre, on vous enverra des exemples de programmes. On est vraiment là pour vous aider à ce que vous exploitiez au mieux votre Kobo UR et que ça se passe pendant longtemps et très, très bien. Écoutez, on va mettre fin à ce webinaire interview. Je remercie tout le monde d'y avoir assisté. Ah, en termes de normes à respecter pour la mise en place d'un COBOL, y a-t-il des choses particulières à savoir? Oui, il faut savoir que la première chose qu'il faut savoir par rapport aux normes à respecter, c'est de faire une analyse de risque. Je cite toujours l'exemple suivant. Imaginez, vous avez votre robot type UR5 avec un système de ventouse à l'extrémité qui prend un carton sur un convoyeur A, qui fait un cycle en U, qui dépose ce carton sur un convoyeur B. Dans ce cas-là, un opérateur peut s'approcher, il va toucher le carton, toucher le robot s'arrête. Il n'y a pas de conséquences. Maintenant, imaginez ce même robot, ce même environnement, ce même préhenseur, mais à la place de prendre un carton, je vais prendre une tôle qui fait 1/10 d'épaisseur sur un convoyeur A que je vais transférer avec le même programme, le même préhenseur sur un convoyeur B. Là, c'est une lame de rasoir que je vais déplacer dans l'atelier. Et là, il faudra effectivement mettre une enceinte de sécurité. Et ça illustre très bien l'importance de l'analyse de risque. On a le même robot, le même préhenseur, le même environnement, le même programme. On a juste changé la pièce qu'on transporte. Et dans un cas, je suis entièrement collaboratif. Dans le deuxième cas, j'ai besoin d'une enceinte de sécurité. Ça, c'est la règle principale. Après, si vous avez besoin de plus d'informations, pareil, rapprochez-vous de nous. Là-dessus, on a des PowerPoint, des éléments qui vous expliqueront exactement comment mettre en œuvre un Kobo suivant les normes en vigueur. Bon, écoutez, c'est parfait. Merci à tous. Rendez-vous maintenant dans un mois pour un autre webinar. Quel sera le thème, Camille? Qui concernera la formation avec les UR. Merci. Et on recevra d'ailleurs, oui, Martin Duterre de chez Universal Robot. Merci Camille. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci d'avoir assisté à ce webinaire interview et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.